Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock. Et cette fois-ci, c'est parti pour le hard rock avec Deep Purple. Alors, c'est parti. Deep Purple, super formation hard rock des années 60, britannique. Alors, il faut savoir une chose avant de commencer l'histoire du groupe, c'est que le hard rock britannique des années 60 sera, en tout cas de 67 jusqu'à 70, sera orienté plutôt sur le rhythm and blues, le rock psychédélique et sur le classique, en tout cas sur les titres fleuves de plus de 10 minutes sur ces différentes formations de hard rock. Donc il y en aura d'autres, hein. À côté de Deep Purple, il y aura Led Zeppelin par exemple, Muriah Heep, et puis plein d'autres qui sont autant connus. Alors Deep Purple est formé par son clavier, Jon Lord, qui va créer le groupe en 67. Mais avant de parler de Deep Purple, je vais vous parler de ce groupe, Episode 6, qui est sorti la même année que Deep Purple. Alors, Episode 6 n'est pas forcément le groupe avant Deep Purple, hein. C'est une formation qui a au sein de ce groupe des membres qui va faire partie de Deep Purple quelques années plus tard. Et au sein de Episode 6, on va retrouver Ian Gillan et Roger Glover. Donc c'est un groupe plutôt sympathique à l'écoute, hein. C'est plutôt rhythm and blues, rock psychédélique et un petit peu de classique dans la durée de ces morceaux, avec une chanteuse au sein qui chante au sein de ce groupe. C'est un bon disque, une bonne formation à posséder quand on est fan de Deep Purple. En tout cas, voilà, pour tous les grands fans inconditionnels de Deep Purple. On revient sur Deep Purple, cette fois-ci en 68. Ils sortent leur tout premier album. Alors au sein de Deep Purple, il y aura beaucoup de reformations. Donc, on appelle ça des marques à cette époque. Alors, il y aura 6 marques au total, parce qu'on vient d'apprendre dernièrement que Steve Morse a quitté le groupe, qui était remplacé par un nouveau guitariste. Donc, on se retrouve avec une 6e reformation. Et marque 1 est constituée des membres de Rod Evans, Jon Lord, Nick Samper, Richie Blackmore, et Ian Pearce. Donc, ce premier album, donc, est teinté, comme j'avais dit dans l'intro, dans l'histoire du groupe, est teinté de rock psychédélique et inspiré du classique sur la durée de ses plages. Et c'est un très bon premier album, très bien écrit, avec pas mal de percussions. Et au sein de ce premier album, il y aura le titre très très connu qui est Hush, qui est vraiment le tout premier hit de Deep Purple. Ensuite, je poursuis avec forcément le deuxième album, qui est exactement dans le même style d'écriture que le premier, toujours aussi rock psychédélique, toujours aussi classique, avec beaucoup d'improvisation. Donc très bon album numéro 2 de cette première formation. Et ensuite, je vais vous parler de ce troisième album. Alors, cette fois-ci, c'est l'album le plus progressif, le plus instrumental, le plus planant. L'écriture est la même, mais beaucoup plus instrumentale cette fois-ci. Donc, c'est un très bon disque, même si c'est pas mon préféré. Je préfère largement les 2 premiers albums. Et maintenant, passons aux marques de reformation numéro 2. De reformation numéro 2 de Deep Purple. Alors, avant de parler de cette reformation numéro 2, rappelez-vous que dans l'intro, je parlais de la formation Episode 6 avec, au sein de ce groupe, 2 musiciens emblématiques, Ian Gillan et Roger Glover. Ils vont rejoindre Deep Purple dès 1970 et Deep Purple va évoluer dans son écriture, dans son style. Donc, le groupe, la formation va quitter le rock psychédélique et le classique pour s'orienter vers un style beaucoup plus rageux, dans un style de rock beaucoup plus saturé. Donc on va se retrouver devant du heavy, en tout cas à l'écriture, au chant et à la guitare de Richie Blackmore
heavy, avec beaucoup de percussions, beaucoup d'improvisation au niveau des percussions et du piano, enfin de l'orgue de Jon Lord. Et ça va donner ce style emblématique de hard rock des années 70, avec un autre groupe comme Led Zeppelin, hein, qui était le porte-parole, même si c'était une formation beaucoup plus psychédélique dans son écriture. Deep Purple va être le pionnier de ce hard rock des années 70, très bluesy, très dur dans son écriture, avec des solos de guitare heavy, et ça va donner bien sûr toute cette qualité à cette formation, et ça va donner naissance dès 70 à In Rock. Que dire sur ce chef-d'œuvre emblématique de Deep Purple, un des albums mémorables de la formation. L'album est teinté d'improvisation, de heavy à la guitare. Roger Glover n'est pas en reste sur les percussions et sur la rythmique. Et au sein de ce magnifique premier album, de cette reformation numéro 2, il y a le morceau Fleuve Chill Time, qui est une pure écriture, une merveille qu'il faut découvrir et redécouvrir. Chill Time et l'album In Rock, chef-d'œuvre absolu de Deep Purple. Un an plus tard, le deuxième album. Alors c'est un album beaucoup moins connu que In Rock. C'est un album qui est dans la lignée du premier, avec des chansons peut-être moins accrocheuses, beaucoup moins longues, un peu plus instrumentales, un peu plus, expérimentales. On revient un petit peu à ce qu'il faisait au début, mais en tout cas, au sein de cet album, il y a quelques perles et ça reste un très très bon disque, mais le meilleur reste à venir. Je poursuis sur Machine Head. Alors Machine Head, le deuxième chef-d'œuvre de Deep Purple, de cette reformation numéro 2, de marque numéro 2, Machine Head est un joyau, un chef-d'œuvre à la même échelle que In Rock. Alors au sein de cet album, on retrouve bien sûr le morceau emblématique qui va devenir l'étendard de Deep Purple, Smoke on the Waters, qui est quand vous avez entendu le refrain de Smoke on the Waters, l'intro de Smoke on the Waters, tout de suite le morceau vous reste en tête. C'est l'hymne au hard rock. Rien à dire de plus. Au sein de cette écriture, c'est parfait. Rythmique, guitare heavy, percussion, improvisation, voix extrêmement dans les aigus de Ian Gillan, enfin un chanteur emblématique qui a beaucoup enrichi Deep Purple dans sa reformation numéro 2. Donc, chef-d'œuvre absolu. Et je termine sur cet album improbable. Alors, Fearball est un album particulier, je dirais, dans cette suite de Deep Purple. Les fans l'adorent, d'autres le détestent. Enfin, c'est assez partagé. Parce qu'au sein de cet album, on a rajouté des percussions plutôt funky, des guitares plutôt funky, et ça se mélange avec ce hard rock, avec ce style heavy, ces différentes improvisations musicales, et ça donne un album assez lunaire, assez agréable à écouter. Moi, je l'aime beaucoup, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de fans qui ne l'aiment pas particulièrement, et je devais le mettre dans cette sélection d'albums de Deep Purple. Et puis maintenant, on va passer au Mark 3, reformation numéro 3. Reformation 3, Mark 3 de Deep Purple. Alors, en 73, Deep Purple va perdre deux de ses membres emblématiques, le chanteur Ian Gillan et le bassiste Roger Glover, pour des carrières solo et multiples formations d'accompagnement. Au sein de Deep Purple, dès 74, le groupe va engager deux nouveaux musiciens, le chanteur David Coverdale d'un côté, de l'autre, le super bassiste funky Glenn Hughes. Alors, ces deux musiciens vont apporter un changement musical.
au sein du groupe. Ils vont d'un côté, il y aura David Coverdale qui va ramener sa voix plutôt rhythm and blues, plutôt funk, avec sa voix plutôt rauque, beaucoup plus dans les graves que Ian Gillan. Et Glenn Hughes va apporter son côté funky, cette rythmique emblématique qui n'appartient qu'à lui au sein de Deep Purple, et ça va donner un style hard rock, funky, dans ses percussions, dans ses basses, et un style beaucoup plus bluesy avec la voix de David Coverdale. Et bien sûr, cette reformation va donner place à ce chef-d'œuvre, cet album qui s'appelle Burn. Alors Burn est, comme je viens de vous le dire, une fusion de styles reconnaissable à Deep Purple. Bien sûr, on perd pas le côté heavy et le côté hard rock des années 60, mais on rajoute cette fusion de styles plutôt funky dans sa percussion et dans les basses, et ce côté blues, rhythm and blues dans la voix de David Coverdale. Alors, faut savoir une chose, c'est que l'arrivée de David Coverdale au sein de Deep Purple va pas être aimée par tous les fans de Deep Purple. Ils perdent leur chanteur emblématique Ian Gillan, remplacé par quelqu'un comme ça qui a une voix très différente, mais le charisme du chanteur est là. En tout cas, moi, je l'adore énormément. Et Glenn Hughes, lui, va apporter ce côté funky, comme je vous l'ai dit, ce côté rythmique emblématique, avec aussi cette voix très aiguë qui rappelle aussi la voix de Ian Gillan. D'ailleurs, ils seront un petit peu en concurrence avec David Coverdale, parce que il aura tendance à piquer un peu la vedette au chanteur sur certains morceaux, en tout cas avec cette voix très très aiguë. Et cet album est un pur chef-d'œuvre. Tout est bien ajusté. Richie Blackmore est toujours présent avec sa guitare heavy. Je dirais même que Ian Pearce à la batterie est de plus en plus présent à l'écriture des morceaux. Ben voilà, au sein de cet album, bien sûr, on se souvient tous du morceau Burn, qui est le titre de l'album. Voilà, dès que vous entendez ce morceau-là, je dirais que c'est peut-être la version numéro 2 de Smoke on the Waters, en tout cas dans la popularité du morceau. Et voilà, c'est un très très grand album de cette formation numéro 3. Et par la suite, il y a eu 2 autres albums, donc un deuxième album très sympathique, qui est à peu près dans la même écriture que le premier album, que Burn, et un troisième album malheureusement un peu plus instrumental, un peu plus expérimental, un peu plus instrumental, oui, donc un peu plus psychédélique, je dirais, dans l'écriture, qui sera un album numéro 3 un petit peu passable, qui va malheureusement arriver à une première séparation de Deep Purple, et par la suite la reformation numéro 4.